nous assumons cet objectif de 100% de véhicules électriques en 2035, il est nécessaire pour tenir nos objectifs climatiques. Ce sont les mots du président Macron dans une interview donnée en octobre 2022 aux Échos. Interview, il était question de réindustrialisation de la France et de l'Europe pour produire ici même les batteries nécessaires à faire rouler ces millions de véhicules du futur. Et nous en sommes encore extrêmement loin. Alors que la voiture électrique est désormais une réalité qui connaît un certain succès commercial, la production de batteries nécessite des tonnes de matières premières et notamment du cobalt. Ce nouvel or bleu est un métal toujours plus prisé mais très inégalement réparti sur la Terre. Pour le marché européen, c'est une nouvelle fois le continent européen qui est ciblé avec le continent africain, qui est ciblé avec principalement la RDC qui présente les plus gros gisements au monde, la République démocratique du Congo, mais aussi le Maroc qui détient plus de cobalt que la Chine. Et c'est justement dans le sud du Maroc que Reporter est allé enquêter sur une situation sanitaire et sociale désastreuse qui vient éclabousser les constructeurs allemands et français BMW et Renault. Célia Isoire, bonsoir. Bonsoir. Tu es journaliste chez Reporter et tu co-signes cette enquête dont le premier volet est titré « BMW et Renault impliqués dans un scandale écologique au Maroc » et le second « Les voitures électriques assoiffent les pays du Sud ». Comment et pourquoi avoir décidé d'enquêter sur ce sujet ? Alors, il y a certaines choses importantes qui m'ont alertée. Moi, je travaille énormément sur ces questions de mines, de métaux. Alors, en 2020, BMW a annoncé être un groupe automobile tellement vertueux qu'il quittait la RDC pour son approvisionnement en cobalt, puisque en fait, en République démocratique du Congo, il y a tellement de scandales depuis le début des années 2000 à cause de ce cobalt. À la fois les mines artisanales et aussi les mines industrielles qui posent des problèmes différents mais énormes. Et puis c'est sous le feu de la rampe, donc les utilisateurs de cobalt veulent absolument laver leur réputation. Donc BMW annonce changer sa fourniture, cobalt responsable, extrait au Maroc. Et en Australie pour une autre part. Et puis Renault fait la même chose tout récemment, il y a un an, annonce, pareil, fourniture de cobalt équitable du Maroc. Et alors là, quand on connaît un peu le secteur minier, mais pas forcément nécessaire même de le faire, on se dit, alors ok, donc mine responsable, déjà, ça reste à démontrer. Il faut travailler sur cette question. Ensuite, nous sommes au Maroc. Bon, moi j'ai enquêté sur des mines au Maroc, j'ai fait un travail sur Imider. L'histoire d'Imider, c'est une communauté de 4000 personnes qui va occuper un réservoir d'eau d'une mine parce qu'ils sont assoiffés. Ils n'ont plus d'eau, la mine pompe toute leur eau. C'est une mine d'argent et il se trouve qu'elle est possédée par la même société où Renault et BMW achètent leur cobalt équitable. Donc ça, c'est déjà un point qui doit nous alerter. Ouais. Le troisième élément, c'est le plus important, je dirais, c'est le fait que en fait, cette mine de cobalt, elle produit surtout de l'arsenic. Elle produit environ 2000 tonnes de cobalt par an, mais 7000 tonnes d'arsenic. L'arsenic est un poison violent, très très connu. Le cobalt aussi est cancérigène, mais l'arsenic, c'est quand même très particulier. Donc une mine d'arsenic, c'est très compliqué de faire des choses bien. On va avoir des poussières, on va avoir des déchets miniers. Les résidus miniers, ça représente des quantités très très importantes. Comment gérer ces déchets dans une zone qui est presque un désert, donc avec le vent, les poussières, et dans une zone où les risques de pollution des eaux sont extrêmement graves, puisqu'il n'y a pas d'eau. Moi, je suis partie avec un photographe, Benjamin Bergne, pour voir ce qui se passait à Bouazer, parce qu'en plus, il y avait eu un travail de fait remarquable sur le quotidien marocain Al-Massa en 2013. Donc des journalistes marocains qui avaient en fait déjà documenté cette situation et montré qu'il y avait un grave problème de pollution à l'arsenic. Et vos enquêtes ont permis de le confirmer ? Alors voilà, quelques années plus tard, quand même 10 ans plus tard, nous on arrive et les mineurs racontent leurs conditions de travail très, 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 très étonnantes, au sens où
c'est assez vertigineux, tout ce qui sépare la présentation officielle par l'entreprise Managem. Donc c'est la grande entreprise minière marocaine, propriété de la famille royale, hein, donc le roi des roches, comme on dit au Maroc. Et les conditions réelles, enfin les conditions qui sont décrites par les mineurs qu'on a rencontrés, énormément de choses complètement illégales, le fait d'enchaîner des contrats précaires dans le secteur minier, le fait de sous-traiter et de le faire sous des formes de contrats précaires. C'est illégal dans le droit du travail marocain pour les travaux dangereux. Les salaires qui sont très très bas, entre 300 et 400 euros par mois. Et l'absence totale de sécurité qui est vraiment très très clairement établie quand les mineurs se mettent à raconter qu'ils n'ont pas de protection respiratoire. Ça, c'est un fait extrêmement grave. Parce que c'est une mine souterraine. Et donc, il faut beaucoup de main-d'œuvre. Il y a 1200 personnes qui travaillent dans cette mine, qui vont à 300 mètres de fond. Et là, ils posent des explosifs. En plus, selon les sous-traitants, ils posent des explosifs sans formation. Ils ont une journée de formation. Et ils passent 8 heures au fond. Ils n'ont pas de réfectoire, donc ils mangent au fond. Même dans les lois sur les mines qui ont 40 ans au Maroc, en fait, ça, c'était illégal. C'était déjà illégal. Et dès le début du récit, vous nous emmenez sur place de manière assez efficace. Vous nous confrontez à la réalité sanitaire et sociale, notamment avec les photos de votre photographe Benjamin Bergne, de ton photographe Benjamin Bergne. On voit clairement les marques sur les corps des travailleurs, des mineurs, mais aussi cette vue satellite, je ne sais pas si on peut la voir, de la mine marocaine de Bouazer, là où tout se passe en réalité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on y voit? Si on voit cette mine à l'image, oui, je peux vous décrire un petit peu. Alors, c'est une mine souterraine, donc les puits s'étendent sur une superficie très 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 grande. Il n'y a pas une grande fosse comme dans une mine à ciel ouvert. Donc on ne voit pas les puits là. On voit une route, et puis en contrebas de la route, il y a des étendues qui sont un peu blanches, qui sont un peu beiges. Et ces étendues-là, ce sont les résidus miniers, c'est-à-dire les déchets en fait les plus dangereux dans le secteur minier, parce que c'est des déchets un peu liquides, boueux, qui sont issus des procédés de concentration du minerai. Et on y retrouve à peu près les mêmes éléments qui sont dans le gisement. Donc là, on y retrouve des très fortes concentrations d'arsenic, entre autres choses. Donc là, on a des millions de tonnes de déchets arséniés. Et ce qui est intéressant quand on regarde cette carte, c'est que en haut, à droite, en contrebas de la route, il y a le village de Bouazer. Et donc, je pense que ce qui nous a le plus marqué pendant ce reportage, c'est qu'en fait, des gens habitent à quelques mètres de résidus d'arsenic qui partent en poussière. Et ils sont empoisonnés, voilà. Au quotidien. Au quotidien. En fait, ça, c'est une urgence sanitaire. Il y a une vingtaine d'enfants qui vivent là. Et ce qui est intéressant, c'est que les riverains racontent que Renaud est venu pour une visite. Et ils décrivent qu'on on a organisé une grande fête pour Renault quand ils sont venus signer leur contrat d'approvisionnement en cobalt. Et alors je me demande ce que les employés de Renault, cette délégation, ont vu. Ça me paraît étonnant qu'ils n'aient pas vu le village de Bouazer. Le fait que des gens habitent si près de résidus miniers aussi dangereux. En tout cas, dans le papier que vous co-signez avec Benjamin Bergne, l'article, papier plus photo, on apprend que ni Renault ni BMW, qui n'en est pas à son premier scandale économique, comme on en a déjà parlé, on peut aussi penser à ces moteurs truqués, aucune des deux entreprises n'a mené de véritable audit. Alors c'est très très étonnant. Enfin, il y a une loi européenne et une loi française donc de 2017 sur le devoir de diligence. Donc normalement, les grandes entreprises doivent établir un plan de vigilance, identifier les risques et tout mettre en œuvre pour limiter ces risques. Là, c'est quand même risqué. C'est le Maroc, c'est l'extraction minière, c'est une mine de cobalt, arsenic, il y a des risques. Donc là, selon les juristes que j'ai interviewés, ça méritait clairement un audit approfondi sur place. D'autant plus qu'il y avait eu des alertes des journalistes indépendants marocains qui avaient eu le courage de faire ce travail. Et d'autant plus qu'il existe une thèse de doctorat à l'école de géologie de Nancy qui établit clairement la pollution minière de tout ce bassin. Bon. Donc, ils n'ont pas voulu voir.
Donc, voilà, BMW et Renault ont tous les deux, visiblement sont tous deux allés sur place, mais n'ont pas mené d'audit. Ils s'en sont remis à des certifications, à des évaluations extérieures, dont au fil de mon enquête, qui ensuite, en fait, s'est poursuivie avec toute une équipe d'investigation internationale. On a découvert évidemment que ces certifications n'en étaient pas réellement, et puis dans le détail, que ça marchait pas en fait. C'était des quiproquos, savamment entretenus, tout ça était très abstrait. Alors, le second volet de votre enquête sorti ce matin, vous élargissez la grille de lecture du problème cobalt en le portant à l'échelle mondiale, et on assiste une fois de plus à la fracture nord-sud. La géopolitique du cobalt, c'est un peu la géopolitique de l'extraction minière et même les rapports de force internationaux depuis des décennies. Oui. Alors, en fait, on pourrait résumer ça en disant mais l'électrification des véhicules était quand même censée être un moyen de réparer une dette écologique de la part des pays les plus riches, une dette qui est absolument inouïe, qui est abyssale. Enfin, c'est le crime du changement climatique. Il n'y a pas de plus grand crime. Et puis que finalement, on s'aperçoit que la réparation de cette dette crée une dette écologique qui est comparable, en fait. Le fait de... La fameuse transition... La fameuse transition qui se solde en grande partie par une véritable ruée minière pour avoir les nouvelles technologies qui sont censées nous permettre de lutter contre le changement climatique. Alors le pire exemple de ça, c'est effectivement les voitures électriques. Parce que comme il n'a pas été décidé de limiter le nombre et le poids des véhicules électriques qui circulent, eh bien ça crée des besoins en métaux qui sont absolument abyssaux. Et dont les populations qui ont le rapport de force le moins important vis-à-vis des entreprises minières et des États vont payer le prix. Et là, il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que pour approvisionner en métaux, pour faire des véhicules électriques, ne serait-ce que dans un seul pays, ne serait-ce qu'en Angleterre par exemple, pour un seul pays, il faut plusieurs fois la production mondiale de cobalt d'une année. De lithium, c'est pareil. Donc en fait, la ruée minière, elle est vraiment très 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 forte. Et mon deuxième article, c'est sur l'eau. Parce que c'est en fait un des principaux problèmes. Évidemment, c'est le problème qui se pose au Maroc. L'État, le régime, décide de mettre beaucoup de moyens pour intensifier l'extraction minière. Il n'y a pas d'eau. Donc là, les surprises... Le peu d'eau qu'il y avait pour les besoins vitaux des citoyens et des citoyennes, ça va passer à l'exploitation minière. Ah ils le disent déjà, les gens qu'on a rencontrés, ils disent, Osman qui dit, voilà, mon père m'avait légué 100 palmiers dattiers, parce qu'on est dans des oasis. En fait, ce qu'on assèche là-bas, c'est les oasis. C'est-à-dire, en fait, les seuls endroits où la vie est possible. Et donc, mon père m'avait légué ces palmiers dattiers, et ils ont séché, parce que, selon lui, l'entreprise minière Managem a fait des nouveaux forages pour la mine. Il y a plusieurs mines. Manganèse, cuivre, cobalt, tous sont des métaux qui sont dans les batteries des véhicules électriques. Et Renault s'est déclaré intéressé pour tous ces métaux. Qu'est-ce qu'on peut faire, dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter? Est-ce qu'on a des leviers en tant que citoyen de pays riches, d'un pays comme la France qui a l'industrie automobile pour, disons, pas contrer, mais au moins pour agir? Il y a plein de moyens d'agir. En tout cas, il y a des organisations qui ont décidé d'agir parce qu'une première partie de cette enquête est parue au mois de juillet. Et donc, aujourd'hui, dans Mediapart, une tribune sur le scandale du cobalt marocain, donc lancée par l'association Henri Pézra, spécialiste de la santé au travail, et Greenpeace, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme. Voilà, donc il y a Oxfam, Greenpeace, voilà, des organisations qui se mobilisent là-dessus pour soutenir aussi. Mais nous, notre travail, en fait, c'est de se concentrer sur nos besoins en métaux et de demander des comptes aux industries et aux États qui prévoient, qui font des plans industriels qui reposent sur des quantités de métaux aussi ahurissantes. Enfin, pour vous donner un peu des ordres de grandeur, en fait, si vous prenez un vélo électrique, la batterie d'un vélo électrique... j'ai un vélo électrique. Elle va contenir 70 grammes de cobalt, par exemple, 50 grammes de lithium. Voilà, c'est en grammes. Mais une grosse voiture, comme une Tesla, comme une voiture chic de BMW, elle va contenir
10 kilos, 13 kilos de cobalt, ou 10 kilos de lithium, et puis 86 kilos de graphite. J'ai des chiffres sous les yeux parce que j'ai fait un tableau. Ouais. Vous voyez, c'est ça. Donc, ça, c'est pas acceptable. On peut pas avoir des véhicules personnels qui demandent autant de métaux. C'est absolument impossible, en fait. Il faut qu'on en ait conscience et l'enquête que tu co-signes donc avec Benjamin Berg nous permet de le savoir. Merci à toi, Célia Isoard. Je rappelle que tu es journaliste chez Reporter, le média écolo en ligne, média sur lequel on retrouve cette enquête en 2 volets dès maintenant en lecture libre. À bientôt.